de Force ouvrière. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Le syndicat vote en ce moment pour désigner un nouveau patron à cette centrale en pleine crise. Mais l'info, ce matin, c'est surtout le ralliement d'une partie de la centrale, la Fédération des transports en l'occurrence, au mouvement des Gilets jaunes. On écoute son patron, c'était ce matin sur BFM TV. On est là pour porter un appui, un soutien, une expertise, puisqu'on a vu des choses quand même dans les barrages. Ah, c'est intéressant ça. Une expertise, un service d'ordre, vous voulez dire? Service d'ordre et comment faire un barrage. On voit des choses même encore aujourd'hui, en matière de sécurité, c'est aberrant. Par exemple on ne se met jamais devant des véhicules, hein, tout simplement. Hein. On a toujours quelque chose entre le véhicule et une ou deux personnes, mais jamais un être humain devant un véhicule. Alors, est-ce le dernier moyen pour reconquérir une opinion défiante, une opinion convaincue que les scandales récemment révélés, qui éclaboussent non seulement FO, mais l'ensemble du monde syndical, sont symptomatiques d'une dérive? C'est la question qu'on se pose ce matin et c'est la question qu'on pose à nos décrypteurs. Alors, c'est 54%, Cécile Crouzel, de Français qui pensent que ces scandales, sur lesquels on va revenir, sont symptomatiques d'une dérive de dysfonctionnement interne grave aux syndicats et même à certaines entreprises. On va revenir sur ces chiffres et sur l'inquiétude des leaders syndicaux autour de ces affaires. Mais comme vous êtes la spécialiste des questions sociales au Figaro Économie, une question, l'élection à la tête de FO, aujourd'hui, votre pronostic? Très difficile de faire un pronostic. Ah, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Non. En fait, il y a Patrice Clos qu'on vient de voir, qui est le monsieur de la Fédération Transport. D'ailleurs, il est candidat, c'est pas un hasard, je pense aussi. Il y a quand même un lien avec le fait qu'il essaye de rejoindre les Gilets jaunes. Après, lui, il est. C'était le dernier argument de campagne pour l'élection. Peut-être. Il est tendance, en tout cas. Bon, il y a aussi l'idée des syndicats qui essayent quand même tant bien que mal de se raccrocher à ce mouvement, qui est parti complètement sans eux, ce qui est un peu incroyable, parce que c'était quand même des thématiques, pour le coup, de salariés moyens qui auraient dû vraiment les intéresser. Enfin, c'est un autre sujet. Mais pour répondre à votre question, on va y revenir après. Pour répondre à votre question, il y a deux grands candidats qui sont favoris, qui est Yves Verrier, qui n'est pas lui-même réformiste, mais qui est soutenu par les réformistes, et il y a Christian Grolier, qui vient de la Fédération des fonctionnaires, qui est tendance trotskiste, donc il va y avoir une bataille entre les deux. Très difficile aujourd'hui de savoir qui va sortir du lot. Voilà, très très difficile. C'était très serré jusqu'au dernier moment. C'est pour ça qu'il y a encore deux candidats. Bon, mais ça montre bien qui reste encore. Il y a un troisième candidat, donc Patrice Clos, mais qui a très peu de chance, que lui, il est tendance anarchiste. C'est seulement 10 à 15%. C'est le paradoxe, un anarchiste qui veut structurer un mouvement comme celui des Gilets jaunes. C'est vrai que c'est un peu lunaire quand on regarde cette bataille anarchiste, trotskiste, réformiste. On se croit un petit peu au début du XXe siècle. Mais non, nous sommes bien en 2018. Voilà. Cette bataille de trois têtes pour succéder à Pascal Pavageau à la tête de Force ouvrière, c'est assez inédit. C'est totalement inédit. Qu'il y ait trois têtes, ça c'est totalement inédit, tant et si bien qu'il y en était prévu dans les statuts. Donc là, ils ont décidé en bureau finalement que ce serait le premier arrivé, celui qui aurait remporté le plus de suffrages qui serait élu, même s'il a moins de 50% des voix. Donc c'est une espèce de premier coup. Mais rien n'était vraiment prévu. Non, c'est totalement inédit. C'est le symptôme d'une crise. Ah oui, c'est en crise, oui. C'est clairement le symptôme d'un éparpillement, d'une crise, de graves difficultés, oui. Alors, on parlait des Gilets jaunes, de Patrice Clos, donc le patron de la Fédération des transports, qui, c'est l'info de la matinée, donc dit qu'il rallie le mouvement des Gilets jaunes et qui va offrir ses services, notamment en matière de sécurité, de services d'ordre pour le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que c'est ça aussi la solution pour le syndicat à un moment où, comme le montre le baromètre Via Voice fait pour Le Figaro et HEC Paris, seuls 9% des Français, 9% du grand public français a confiance dans un syndicat comme Force ouvrière. Oui, il y a une crise terrible du syndicalisme qui ne date pas du tout du mouvement des Gilets jaunes, qui est profonde, ancienne. Le taux de syndicalisation est relativement faible en France, de 11% des salariés. Il s'est effrité
surtout dans les années 80-90, mais il n'est pas remonté depuis. Donc il y a une vraie crise de confiance. Les syndicats font partie de tous les corps intermédiaires qui sont mis au défi, comme les partis politiques, ou les médias d'ailleurs, par les Français. Donc là, ils essayent de se raccrocher au mouvement comme ils peuvent. La CGT appelle à manifester le 1er décembre. Mais ce qui est frappant, c'est que ça fait effectivement plusieurs mois que la CGT appelle à manifester contre le gouvernement et il n'y a jamais rien eu qui a décollé et que là, un mouvement spontané a fait plus de 300 000 personnes. Donc il y a une vraie coupure entre... Il y a des revendications qui pourraient être communes, qui peuvent pas être portées par des syndicats. Ce pouvoir d'achat, c'est tout à fait classique comme revendication d'un syndicat, le pouvoir d'achat des salariés, etc. Mais qu'ils n'ont jamais réussi à rencontrer le public, qui avait les mêmes revendications. C'est assez incroyable, en fait, d'une défiance, d'un fossé profond entre les deux. On va y revenir. Il y a une autre illustration, il y a un autre élément dans l'actualité, ce sont des révélations, des scandales qui sont évoqués. D'un mot, de quoi s'agit-il ? Il y a 2 scandales chez FO. Et le premier qui a fait partir Pascal Pavageau, son équipe avait tenu un fichier avec des commentaires très peu amènes sur les 120 leaders de FO. Quand même trop bête pour entrer au bureau. C'est quand même les fichiers secrets voilà. Exactement, ce qui est complètement interdit, dégommer une grande partie des cadres. Donc ça, c'est le premier scandale qui l'a fait tomber. C'est totalement illégal de tenir un fichier informatique comme ça. Et le deuxième scandale qui a été réactivé derrière, c'est celui des notes de frais abusives. Alors, FO s'en défend, dit c'est des gens qui sont en déplacement 2-3 jours par semaine sur le terrain, donc ça va vite. Parfois, le leader prend en charge 2-3 personnes. Et on a calculé, chaque membre du bureau syndical de FO, selon le Parisien qui a révélé l'affaire, dépenserait 29 000 € environ par an en notes de frais. Parmi ceux qui ont été concernés, qui sont mis en cause, il y a l'ancien patron, Jean-Claude Mailly. Je vous propose justement de l'écouter. Non, je dis clairement qu'il n'y a pas de dérive financière. Enfin, écoutez, cet article balance des chiffres sans explication, sans justification, sans rien. Quand je lis que Force ouvrière est en faillite, enfin bon, je sais pas, il faut avoir fumé un joint ou la moquette, j'en sais rien pour dire ça. C'est de la diffamation, c'est avec une réelle volonté de nuire. Voilà, c'est clair. Alors, à qui profite le crime, ça, j'en sais rien, on verra. Je n'accuse rien, j'ai pas d'éléments. Moi, je n'accuse pas. Mais il y a forcément des chiffres qui sont sortis, y compris des chiffres confidentiels. Mais ils vont décider la semaine prochaine d'un nouveau secrétaire général. Et ça sort comme par hasard quelques jours avant. Alors, c'est aujourd'hui qu'on désigne un nouveau secrétaire général. Est-ce que c'est justement un complot, comme le sous-entend Jean-Claude Mailly, ou bien, comme le pensent 54% des Français, c'est symptomatique d'un dysfonctionnement grave. On peut lire également sur Twitter certains internautes qui disent pourquoi le gouvernement subventionne-t-il les syndicats? Les contrôles fiscaux ne sont-ils réservés qu'à la classe moyenne et aux retraités? Est-ce que, en clair, il y a un problème justement en matière de dépenses des syndicats? Et est-ce que ce qui a concerné les forces ouvrières est circonscrit ou bien c'est quand même généralisé? Je dirais, moi, qu'il y a eu paradoxalement une amélioration ces dernières années de la transparence, parce que maintenant, les comptes doivent être certifiés. Donc, je pense qu'il y a eu paradoxalement un assainissement par rapport aux années avant, où il y avait même la fameuse caisse noire de l'UIMM, qui est la fédération patronale de la métallurgie, qui donnait de l'argent pour fluidifier le dialogue social. En clair, qui payait les syndicats. Voilà, donc il y a vraiment eu... je pense qu'il y a eu un pour assainissement. Pour leur venir en aide et parfois pour les calmer dans certaines revendications. Il y a eu un assainissement aussi du côté des comités d'entreprise, qui sont mieux surveillés, pareil, dans les comptes sont mieux audités, etc. Là, il y a eu beaucoup de dérives, de comités d'entreprise d'Air France, de la SNCF, d'EDF, etc. Donc il y a un assainissement. Est-ce que tout est complètement clarifié? Non, pas encore. Il y a toujours ce problème aussi il y a plein sans que ça soit illégal, mais il y a plein de choses un peu cachées. C'est-à-dire qu'ils se financent beaucoup par les heures de délégation, c'est-à-dire que les gens qui sont syndiqués ne travaillent plus, notamment dans la fonction publique, n'occupent plus leur poste, mais sont quand même continuent d'être payés. Voilà, ça c'est un mode de financement massif qui est peut-être pas totalement... qui est légal, qui est massif, mais dont on peut contester un petit peu le bien fondé. Voilà. Qui illustre peut-être cette idée, en tout cas ce sentiment qu'il y a un dysfonctionnement sur justement les dérives dans les comités d'entreprise. Il y a un livre qui date un peu, mais qui est très intéressant dans ce qu'il révèle, c'est celui de notre consoeur Laurence de Charette, directrice du Figaro.fr, sur les dysfonctionnements au comité d'entreprise d'EDF.
Merci beaucoup Cécile pour ces premières précisions. Dans ces conditions, quand on vous écoute, on se pose une question, c'est celle qu'on pose sur Twitter, #Figaro Live, #lesdécrypteurs. Faut-il sauver le syndicalisme français? Et pour l'instant, vous êtes une large majorité à nous répondre non. Bien, dites-nous pourquoi. Et on va prendre vos questions dans la deuxième partie de cette émission. En attendant, je vous propose de vous faire partager justement une illustration de cette inquiétude des leaders français autour de la défiance, en tous les cas qu'on mesure dans le baromètre Via Voice. C'est celle de celui qui est pourtant le plus épargné pour l'instant par cette défiance, Laurent Berger, le patron de la CFDT. Ce qui se passe ne fait pas de bien au syndicalisme. Notamment quand on voit un certain nombre d'éditorialistes, de commentateurs qui expliquent que tout ça est la révélation du mal profond du syndicalisme français, sans distinction. Bonjour François-Michel Marty. Vous avez de quoi rassurer Laurent Berger, en tout cas à lire votre baromètre publié dans l'édition print du Figaro lundi, à retrouver sur le Figaro.fr. La CFDT est le syndicat français qui suscite le plus de confiance. Oui, alors rassuré de manière relative. Alors en effet, le CFDT arrive en tête, 16% des Français font confiance à la CFDT. La hiérarchie correspond au résultat des dernières élections professionnelles, où la CFDT était arrivée légèrement devant la CGT à 26-25%. Mais plus profondément, vous le dites très bien, on est sur l'amplification du discrédit envers les syndicats. Avec 3 crises majeures, on a aujourd'hui un 43% des Français qui ne font confiance à aucun syndicat. C'est ce que je voulais vous dire, c'est que la révélation de cette étude, c'est qu'en fait, les Français qui ont confiance dans un syndicat sont minoritaires. Exactement. Exactement. Et si vous agrégez 43% plus 16%, ça fait 59% des Français qui n'accordent leur confiance à aucune formation syndicale. Donc il y a 3 crises majeures. La première est celle de la représentation des syndicats par rapport aux salariés dans leur ensemble. La deuxième, que l'on voit très bien illustrée à travers ces inquiétudes sur le renouvellement des dirigeants syndicaux, concerne l'identité de chaque syndicat. Et la troisième, vous en parliez immédiatement, est celle de l'éthique, de la morale syndicale. Donc on a une convergence des recherches identitaires ou vertueuses des syndicats, au moment précisément où une partie croissante des Français et des salariés sont de plus en plus préoccupés par les questions de pouvoir d'achat, mais aussi par les questions de relations dans l'entreprise. Il y a un vrai paradoxe. Le syndicalisme en France va mal au moment où les tensions sociales et les inquiétudes sur l'avenir des Français et des salariés sont en forte croissance. Qu'est-ce qui suscite le plus de défiance de la part des Français? Est-ce que ce sont des affaires comme celle qu'il y a chez FO, ou bien est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que le mal est plus profond? Écoutez, alors il y a un cocktail de... En tous les cas, dans ce qu'on apprend dans votre baromètre. Oui, alors le baromètre dit clairement que l'actualité est fortement préjudiciable, c'est-à-dire que les affaires, très concrètement, qui touchent... Donc Laurent Berger a raison. Laurent Berger a raison. Aux yeux d'une majorité de Français aujourd'hui, ces affaires révèlent des difficultés structurelles des syndicats en France et donc ne sont pas uniquement des accidents. Alors, on est sur des perceptions, peu importe la réalité à ce titre-là, mais ces perceptions sont très nocives pour les syndicats. Ça rejaillit sur l'ensemble de l'image des centrales syndicales. Donc c'est très préjudiciable. Ensuite, on est sur l'amplification d'un discrédit qui est celui de la représentation. C'est l'idée selon laquelle une organisation ou un leader peut parler en mon nom. Le principe du syndicat, ça repose là-dessus. Et depuis le début des années 2000, on voit s'amplifier cette incertitude sur l'idée selon laquelle une organisation, une femme ou un homme, peut être en mesure de parler en mon nom. Tout simplement parce que chacun, que l'on soit citoyen, que l'on soit salarié, estime que son identité individuelle est plus forte que son identité collective, qu'il s'agisse d'un groupe social, d'une classe, d'une fédération professionnelle, etc. Donc l'enjeu, il est très difficile pour les syndicats. C'est la raison pour laquelle, dans notre baromètre, l'une des réponses majoritaires souhaitées par les Français est celle d'un syndicalisme qui évolue davantage vers des services, et au fond, c'est-à-dire concrètement prestataire. Eh bien, concrètement, ça peut être des conseils en ressources humaines, ça peut être de l'accompagnement juridique, ça peut être des services matériels dans la vie quotidienne. Donc, un syndicalisme qui est beaucoup plus contractuel, qui va offrir des prestations aux salariés qui le demandent. Et non en clair, c'est-à-dire que j'appelle un syndicat pour avoir un avocat pour régler les problèmes éventuels que j'ai avec mon employeur. Exactement. C'est-à-dire que le syndicalisme devient un opérateur de services sociaux, dans l'entreprise ou ailleurs plus largement, et moins
un organe qui représente les salariés dans leur ensemble. Bien sûr, la fonction de représentation, elle est juridiquement établie. Sur la négociation salariale, par exemple. Mais l'attente, elle porte beaucoup plus sur cette évolution du syndicalisme-là. Alors, c'est difficile à faire en France pour des raisons historiques profondes, mais on voit bien que s'il faut sauver le syndicalisme, c'est sur cette piste-là, notamment peut-être que certaines actions sont à rechercher. Et en tout cas, c'est l'un des souhaits exprimés par le grand public et les décideurs. C'est ce que révèle votre baromètre via Voice pour HEC Paris et Le Figaro, qui a retrouvé sur le Figaro Premium. Est-ce que justement, ce sont ces pistes-là que vous souhaitez également pour le syndicalisme français? Faut-il sauver de cette façon le syndicalisme français? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs. Pour l'instant, vous n'y êtes pas favorable. Dites-nous encore pourquoi vous êtes un certain nombre à vous exprimer. Fabrice qui nous dit « Nous les voyons juste pour les élections internes, sinon que font-ils » Et c'est peut-être ça qui est symptomatique dans votre baromètre des réactions qu'on peut lire et qu'on peut entendre. Oui, ce à quoi l'on assiste est une spirale de mise en cause. C'est-à-dire, dès lors que vous êtes minoritaire, vous êtes de moins en moins légitime pour porter la parole du grand public. Et plus vous êtes minoritaire et plus fragilisé, et en effet, plus des salariés ou des citoyens vont dire « Ah, mais on ne les voit pas assez, au nom de qui parle-t-il » Donc vous voyez bien qu'il y a une logique de cercle vicieux concernant les syndicats qui fait qu'ils peinent à reprendre la main. Et on le voit très bien dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, donc qui sont en effet, deux d'entre eux, FO et la CGT, tentent de reprendre la main, mais en apparaissant davantage en auxiliaire des Gilets jaunes, ce qui quand même pour des formations syndicales est assez paradoxal. Eh bien, merci beaucoup François-Mickey Marty. Justement, vous m'offrez la transition, puisque la CGT ne sait pas pour l'instant sur quel pied danser. Pour l'instant, officiellement, elle essaye de tirer les leçons de la mobilisation des Gilets jaunes. Intellectuellement et pratiquement, on en tire des enseignements, oui. Et il faut élargir, pratiquer plus Internet, des moyens de communication plus modernes que les distributions de tracts. Ça, on pratique. Mais ce qu'on veut, c'est aussi que le message il soit bien entendu. Une mobilisation par Internet, c'est important, ça permet de... Mais ça ne suffit pas. Alors, on n'a pas entendu un acteur par rapport à ce baromètre et ou bien à ce mouvement des Gilets jaunes. Ce n'est pas faute de l'avoir sollicité aujourd'hui, c'est le MEDEF. Pourtant, les décideurs, eux, ont une opinion sur, en tous les cas, les syndicats. Bonjour Éric Mingus. Bonjour. Vous avez scruté de ça, vous êtes professeur à HEC Paris. Une première question peut-être. Aujourd'hui, est-ce que les décideurs craignent plus les Gilets jaunes ou les syndicats? Je pense qu'on peut se poser la question, parce qu'à court terme, les différentes mobilisations des Gilets jaunes ont un impact sur l'économie. Je crois que le commerce s'en plaint déjà, mais des blocages persistants sur les réseaux de transport, ça aura un impact sur l'ensemble de l'économie. Mais également à long terme. Le risque, c'est bien sûr une sorte d'ubérisation de la contestation sociale, qui serait donc un petit peu incontrôlable pour les entreprises, pour les décideurs, et ça serait un problème beaucoup plus important pour l'ensemble du tissu économique. Ubérisation de la contestation sociale. Quel est le point commun avec Uber et l'ubérisation? Regardez ce mouvement des Gilets jaunes, il est passé par les réseaux sociaux. Il n'y a plus besoin de passer par une structure existante bien établie pour contester. La contestation peut passer par les outils informatiques, sans passer donc par ces syndicats, sans passer par des partis politiques, sans passer par aucune forme d'institution telle qu'on les connaissait auparavant, de même que Uber a remis en cause le modèle des taxis. Est-ce que les décideurs se réjouissent de la défiance des Français à l'égard des syndicats? Je pense que pas vraiment. Pour quelle raison? Parce que les syndicats sont quand même utiles, ils ont un rôle quand même dans les entreprises. Quand on regarde les chiffres, ceci dit, pardon, je vous coupe, mais quand on regarde les chiffres du baromètre via Voice pour donc HEC Paris, dont vous faites partie, et Le Figaro, on voit quand même que les décideurs sont au diapason du grand public. Ils sont une grande majorité à ne pas avoir confiance dans un des principaux syndicats, et ils sont une majorité à répondre ou à ne pas répondre qu'ils sont utiles. Alors quand même, il y a plus de 41% des décideurs qui pensent qu'ils sont utiles. Et quand on leur pose la question... Ils sont minoritaires. 45% pensent que ce sont des freins. Donc c'est équilibré. On ne voit pas vraiment une large condamnation
vis-à-vis du syndicalisme en général. Par contre, là, vous avez raison, c'est que quand on leur demande quel syndicat ils ont confiance, là, il semble qu'il n'y a pas vraiment de syndicats qui trouvent extrêmement grâce à leurs yeux. Mais pourquoi? Parce que quand on regarde, après, on leur pose la question de pourquoi les syndicats sont importants, et je crois que François-Michel Marty l'a évoqué tout à l'heure, eh bien, les décideurs, comme le grand public, leur trouvent quand même tout un tas d'utilités. Par exemple? Eh bien, tout ce qui est défense du droit du travail au sein des entreprises, tout ce qui est également amélioration de la qualité de vie. C'est des questions que se posent de nombreux salariés, et pour les décideurs, il est plus utile d'avoir des intermédiaires, des représentants au sein de leur entreprise. Des interlocuteurs. Des interlocuteurs, tout à fait, pour pouvoir négocier, agréger, comme on dirait en économie, agréger les préférences individuelles pour à la fin avoir quelque chose qui permette d'avoir un impact concret sur le quotidien des salariés. Et ça, c'est aussi important pour de nombreux décideurs, pour de nombreuses entreprises. Oui, ça évite de multiplier 15 réunions, on en a avec un seul, et ça permet de gagner du temps pour trouver une solution. C'est ça que vous êtes en train de dire. Tout à fait. Justement, de façon plus concrète, puisque la question a été posée dans le baromètre, est-ce qu'il y a un syndicalisme qu'accepteraient ces décideurs? Par exemple, un syndicalisme de conseil, comme le disait à l'instant François-Michel Marty. C'est vrai, mais je pense qu'il va quand même un tout petit peu au-delà. On parle de crise de la représentation, moi je parlerais plutôt d'évolution de la représentation. Quand on regarde les résultats du sondage, on voit qu'il y a un certain nombre de types de représentation qui sont acceptables pour les décideurs et pour le grand public également. Par exemple, cette logique d'interlocuteur dont on vient de parler. Donc d'une certaine façon, ce que veulent les gens, c'est simplement ne pas signer un chèque en blanc sur tous les sujets à un syndicat. Ils veulent déléguer une autorité, une décision à un syndicat sur un domaine particulier qui les intéresse. Et le rôle du syndicat, c'est au sein de l'entreprise, ce n'est pas de parler des taxes ou peut-être du pouvoir d'achat en général. Est-ce que justement c'est ce genre de syndicalisme qui rencontrerait vos suffrages? Vous pouvez nous le dire, vous pouvez partager vos commentaires sur lefigaro.fr. Jérémy Pontieux, qui est aux manettes au réseau, est en train de scruter vos réactions, comme celle de Chantal. Et pourquoi plusieurs syndicats, s'ils sont vraiment là pour défendre les travailleurs? Un seul suffirait? Eh bien, c'est peut-être une question qu'on va poser, c'est sans doute une question qu'on va poser juste après dans la deuxième partie de cette émission. Mais avant, je voudrais vous faire revivre une séquence, celle d'Emmanuel Macron qui cherche à convaincre un militant radical chez Renault. C'était le 8 novembre dernier. Merci Eric Magnus. Monsieur, on n'est pas là pour faire le show. On est là ensemble pour essayer de réussir. On est d'accord? Mais on réussit sans vous, monsieur Macron. Les salariés ici, ça fait 40 ans qu'ils sont ici. Ils ont réussi sans vous. Aujourd'hui, vous êtes en train de prendre les salariés. Vous êtes en train de prendre le retraité aujourd'hui, monsieur Macron. Alors, c'est intéressant d'entendre cette séquence, Cécile Crouzel, parce que d'un côté, les syndicats disent à Emmanuel Macron, ce militant syndical en l'occurrence, dit à Emmanuel Macron, on réussit sans vous, mais ce que vient de révéler les Gilets jaunes, cette semaine... les syndicats. C'est assez paradoxal, ouais, exactement. Et encore une fois, c'est paradoxal parce que ce sont des thématiques de pouvoir d'achat. En plus, les Gilets jaunes, c'est plutôt des salariés avec des salaires bas et moyens. Donc, c'est typiquement les gens que devraient défendre les syndicats. Alors, justement, la question que pose Chantal, on y revient. Pourquoi plusieurs syndicats? S'ils sont vraiment là pour défendre les travailleurs, un seul suffirait. Alors, pourquoi? À cause de l'histoire française, il y a quand même deux courants très différents qui structurent le syndicalisme français. Il y a le courant marxiste, qui était très implanté en France, dont la CGT est issue, et qui croit à la lutte des classes, à une opposition assez irréductible entre le patronat et les salariés, pour faire simple. Et il y a quand même une autre tendance qui est celle du syndicalisme chrétien, qui a été fondée par la CFTC, qui s'est scindée. Il y a eu la CFTC et la CFDT aujourd'hui. Une scission même. Voilà, oui, après en 64, mais en gros, la CFDT se rattache quand même à ce courant chrétien à la base, qui parle, lui, qu'on peut trouver un compromis et un point d'équilibre pour le bien commun. Donc il y a deux visions de la société qui sont quand même radicalement opposées. Et ce n'est pas du tout un hasard s'il y a ces deux grandes tendances dont je pense qu'ils ne sont pas réconciliables. Et c'est tout à fait humain, les gens ont le droit d'avoir deux visions de la société, donc on ne peut pas les rassembler derrière la même bannière. Un syndicalisme de rupture, pour être simple, et un syndicalisme... de réforme et de compromis, etc. Dans le bon sens du terme du compromis. Pour l'instant, ces deux syndicalismes, ce que montre justement votre étude, sont en crise.
Oui, alors je crois qu'on pourrait imaginer avoir des syndicats puissants sur différentes identités. Vous dites, au fond, dans le sous-entendu de la question que vous posez, je crois, il y a l'idée selon laquelle si on n'avait qu'un syndicat, il serait beaucoup plus fédérateur, ça ne va pas nécessairement de soi. On voit d'ailleurs dès aujourd'hui, au sein de la CGT et aussi au sein de Force ouvrière, les tensions, si ce n'est les divisions qui travaillent ces formations-là. Donc je ne suis pas persuadé qu'en ayant une seule centrale syndicale de salariés, d'une certaine manière, l'organisation serait plus puissante, plus cohérente, plus dynamique. Ce sont, d'une certaine manière, et le mal est plus profond, les principes d'organisation du syndicat, ses finalités, sa place dans la société française, qui font que l'existence et la puissance des syndicats dans le débat public est atténuée, et pas, je crois, l'idée selon laquelle, en ayant un syndicat unique, d'une certaine manière, on pourrait être plus puissant. Je vous donne la parole, Éric Mingus. Il y a une autre question qu'on peut peut-être soulever, qui n'est pas encore soulevée par les internautes, mais c'est que ces syndicats sont issus d'une situation historique particulière, qui est la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc ça date de 1945. Est-ce que et c'était très difficile de créer un syndicat qui n'ait pas reçu l'onction justement des dirigeants de cette époque. Est-ce que justement la crise de la représentation, de la représentativité n'est pas due également à ça? Je vais plus loin. Aujourd'hui, il y a près de 30% de Français, entre 20 et 30% de Français, plus de 20% en tous les cas, qui votent pour le Rassemblement national. Aucun syndicat n'est dans cette mouvance politique. Est-ce que c'est pas en tout cas dans les baromètres, un des points de crispation? Écoutez, je crois que on est dans une situation où historiquement la mise en cause des corps intermédiaires est peut-être paradoxalement dans un moment de bascule. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle en France les corps intermédiaires ont toujours du mal à exister, pour des raisons liées à la Révolution française, etc. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit en effet des gilets jaunes qui peuvent reprendre la main. Et ne sont pas loin de l'idée d'envisager des modalités d'organisation nouvelles, etc. Donc l'étape d'après serait une refondation peut-être à la fois du syndicalisme, mais aussi des mouvements spontanés de la société civile, avec des organisations qui soient peut-être plus fluides, qui tiennent davantage compte de l'expression des réseaux sociaux, qui soient peut-être moins institutionnalisées. Au fond, pour le dire autrement, en France, ce qui fait problème, c'est le corps intermédiaire institutionnalisé, fermé sur lui-même, même s'il est ouvert sur la société, mais fermé au sens où il a un corps de militants. Voilà. Et je pense qu'on va aller probablement vers des nouvelles formes d'organisation syndicale et militante qui soient beaucoup plus en résonance entre des émetteurs, des professionnels de l'organisation, mais aussi une ouverture beaucoup plus large sur les réseaux sociaux et la société civile. Éric Mingus, une question, une remarque, celle de Dédé. La CGT n'est plus un vrai syndicat, il est pour les patrons et le gouvernement. La remarque, c'est la CGT n'est plus un vrai syndicat, il est pour les patrons et le gouvernement. Il est pour les patrons. Ça, c'est peut-être comment dire... Vous avez 2 heures pour entrer à HEC. Je pense que c'est un peu lié à la question qui vient de se poser. Est-ce qu'on a trop ou pas assez de syndicats? Moi, j'ai envie de dire, qu'on n'a peut-être pas assez de syndicats, il faudrait peut-être davantage de concurrence en face de la CGT, des syndicats déjà existants, parce que les gens peuvent avoir des appréciations différentes à l'endroit de ces syndicats. Est-ce qu'ils sont peut-être trop proches du pouvoir, pas assez proches du pouvoir? Et donc peut-être qu'in fine, il faudrait peut-être davantage aujourd'hui de syndicats, davantage de possibilités pour les salariés de choisir. Vous voyez, en fait, je parle en tant qu'économiste. La concurrence, c'est parfois bon, et c'est parfois bon également pour le syndicalisme. Une remarque qui illustre ce que vous disiez tout à l'heure. Les citoyens, celle de Flora, les citoyens ont prouvé qu'il n'y a pas besoin de syndicats pour mettre les choses en place. Et Nathalie qui rajoute, les Gilets jaunes ne veulent pas de politique ni de syndicats. C'est un petit peu ce qu'on a observé, mais d'un autre côté, ça c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais d'un autre côté, on le voit en ce moment, depuis ce matin, on est dans un point de bascule, même au niveau au plan des Gilets jaunes. Oui, c'est ça, il y a une certaine limite quand même à tout ça. Pour le coup, Patrice Clos l'expliquait très bien, il y a d'abord un problème de sécurité, c'est-à-dire qu'organiser une manifestation, là, 1 ou 2 morts, 500 blessés, c'est énorme. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui n'arrive pas du tout avec les syndicats qui quand même savent gérer
Ils ont un service d'ordre, hein, ils savent gérer un mouvement de foule, un barrage, etc. Il y a quand même un savoir-faire qui est important, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est celui dont on a beaucoup débattu, c'est celui de l'interlocuteur, avec qui je discute et quelle est la légitimité de ces leaders des Gilets jaunes. Ils disent légitimité d'Emmanuel Macron, mais alors la leur, c'est encore plus quand même problématique. Malgré tout, quelle est la légitimité de ces leaders, malgré tout? Mais c'est le rêve d'un certain syndicalisme tel que le rêvait Patrice Clot, ou, dans un autre ordre d'idée, les syndicalistes marxistes. C'est le rêve des soviets. Les Gilets jaunes, avec ces mouvements de base spontanés. Non, parce que, pour le coup, le marxisme était toujours hyper organisé, le Parti communiste hyper organisé, et la CGT, c'était... Voilà, c'était... Donc vous heurtez une idée marxiste qui voudrait qu'il y ait des mouvements spontanés et que les soviets étaient spontanés. Je doute de ça, oui. Il y a quand même une différence de nature majeure, c'est-à-dire que les Gilets jaunes sont pour l'essentiel dans une logique de contre-démocratie, qui se développe d'ailleurs. C'est-à-dire c'est en m'opposant que je fais mon travail de démocrate. Le syndicat, et vous parlez notamment de la CGT, ont historiquement une vision de la société d'après. C'est-à-dire ce sont des militants, certes, de la contestation sociale, mais ce sont aussi les promoteurs d'une vision du monde de demain. Les logiques sont extrêmement différentes. D'une certaine manière, c'est peut-être cette représentation, pardonnez-moi je vous coupe, du monde de demain et qui est en crise. Et c'est pour ça que la CGT aussi a peut-être des problèmes et du mal à recruter. On est à front renversé. Les études quand même sont nombreuses depuis plusieurs années sur la société civile française et qui laissent à voir ce que vivent les militants qui sont aujourd'hui, les citoyens qui sont aujourd'hui engagés dans les Gilets jaunes. Si vous avez, pour résumer, un sentiment de déclassement qui va s'amplifier, 2, un sentiment de payer des impôts qui ne vous apportent pas grand-chose ou pas suffisamment, et puis 3, des taxes qui aujourd'hui s'accentuent, on comprend qu'on soit dans la contestation spontanée. Juste d'un mot, j'ai écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait « Les oubliés de la démocratie ». C'était il y a 7 ans. Il y a 7 ans. 2 phrases que j'ai retenues. Une dame qui me dit « Je crie dans cette société, mais personne ne m'entend. Je crie, mais personne ne m'entend. » Ça, c'est la crise des corps intermédiaires. Et 2, encore plus impressionnant, la démocratie, c'est ce qu'on voit à la télévision, et il y a par ailleurs ma vie. La démocratie, c'est un jeu institutionnel à la télévision, et il y a ma vie. Donc là-dessus, vous avez des mouvements tels que ceux auxquels on assiste aujourd'hui. C'est intéressant ce que vous dites, comme tout d'ailleurs, François-Mickey Marty, parce que il y a un internaute, un fidèle du Figaro, Antimac, qui nous dit il ne faut pas confondre les syndicats élus en entreprise et les syndicalistes professionnels. Oui. Et de même, Sitch qui nous dit le problème avec les syndicats, ce n'est pas les encarter à la base, mais la direction, un peu comme en politique. Oui, c'est ce qu'on entend beaucoup, et c'est vrai qu'il y a quand même tout un travail dont les syndicats d'ailleurs sont élus en entreprise depuis la réforme de 2008, c'est un point important. Donc ils sont quand même choisis par les salariés. Il y a tout un travail à la base sur les salaires, sur les conditions de travail, sur l'organisation du travail, qui est un travail de fond. Et là, effectivement, il y a beaucoup moins de défiance en fait, puisque c'est un travail de terrain qui est utile. Et qui est utile aussi pour le patronat, parce qu'on vient toujours ça, ne pas avoir de structure en face pour négocier est quand même extrêmement dangereux. Je rebondis avec Sitch, toujours, qui nous dit les syndicats se font doubler par la base. Ils avaient du mal à tenir leur base dans les derniers mouvements sociaux. Et là, les manifs sont lancés directement sans les syndicats. C'est le retour de manivelle dans la tête du gouvernement qui, à force de critiquer les syndicats, se retrouve sans représentant avec qui discuter. Et c'est un peu le problème également pour le patronat. Oui, tout à fait. Les syndicats sont des lobbyistes, nous dit Catherine, de l'État français. Ils remplissent leurs comptes en banque, ils se payent avec les cotisations, mais ils sont aux abonnés absents lorsqu'ils doivent défendre les ouvriers. Ils ne veulent en aucun cas perdre leur avantage. Est-ce qu'on peut répondre Est-ce que Catherine est assez... assez cinglant, on va dire. On ne peut pas leur faire le reproche, en tout cas à la CGT, par rapport à l'autre question, de ne pas défendre les ouvriers. Eux, ils pensent les défendre avec leurs revendications. On ne peut pas dire qu'ils ont des revendications alignées sur le patronat et sur le gouvernement. Ça, c'est complètement faux. Ils réclament une hausse des salaires, une hausse des SMIC, etc. Donc, ça, pour le coup, ils ont une revendication quand même. Non, on ne peut pas leur faire reprocher ça. Il faut des syndicats, nous dit Sitch, après... Pourquoi pas une syndicalisation obligatoire au syndicat de son choix? Il nous demande si ce n'est pas comme ça qu'on fait en Allemagne. Oui, alors en effet, ça peut être une réponse contrainte, voilà. Mais je ne suis pas sûr que cette réponse contrainte résout de fait le problème. Mais on est dans une part d'artifice. Il y a un autre point qui est très important, qui est l'obtention de résultats. Vous le disiez très justement, je pense qu'il ne faut pas négliger l'histoire syndicale depuis le 19e siècle. Ce sont des syndicats qui ont obtenu des résultats dans la confrontation sociale. Qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs années? C'est que la mobilisation syndicale est beaucoup moins performante en termes d'obtention de résultats. Le mouvement social de la SNCF, les résultats existent en partie, mais sont très limités. Donc,
aux yeux de salariés qui sont dans la contestation ou qui attendent du mouvement syndical qu'il leur apporte quelque chose, on dit peut-être il faut suivre les syndicats, mais est-on bien certain que c'est par ce moyen-là qu'on va obtenir des résultats? Et est-ce que justement, d'un autre côté, il n'y a pas même une attente dans une partie de l'opinion, et en particulier chez les décideurs, que le gouvernement résiste aux syndicats et surtout ne donne pas des résultats, ne satisfassent pas les revendications des résultats, notamment sur la SNCF, les régimes spéciaux, etc. Alors si, je pense qu'il y a également ce type d'attente, ou tout du moins ce qu'on observe chez les décideurs, c'est que, eh bien, ils n'attendent pas du tout des syndicats que les syndicats résistent au gouvernement sur ces grandes réformes, etc. Je pense que c'est absolument pas. Ils disent que c'est un frein à la réforme. Oui, tout à fait. Donc, ou bien pour un certain nombre c'est un frein, mais quand même on leur demande ce qu'ils pensent, personne ne dit il faudrait arrêter telle ou telle réforme. Donc il y a vraiment, je pense ici, une volonté des décideurs que les choses avancent plus généralement sur la fiscalité, sur la réforme, sur les différentes réformes que le gouvernement peut mettre en place. Mais vous voyez, tout ça derrière, au fond, c'est la question de à quoi servent les syndicats, qu'est-ce qu'ils représentent, quel est leur rôle précis dans la société. Et là, l'enjeu avec les Gilets jaunes, ça sera aussi, est-ce que les Gilets jaunes, c'est un problème de taxes? Est-ce que c'est un problème de pouvoir d'achat, comme je le disais tout à l'heure? Ou est-ce que c'est un problème lié à des conditions de travail? Est-ce que c'est un problème lié à des salaires? Si c'est le deuxième cas, si c'est des salaires, si c'est des conditions de travail, alors c'est le rôle des syndicats. Je suis désolé, depuis la Grande Charte en 1215, le rôle du Parlement, c'est de décider du budget. Si c'est un problème de taxes, c'est le rôle des politiques, ce n'est pas le rôle des syndicats. Les syndicats ont une représentation des travailleurs, nous dit cet internaute. Je pense qu'un mouvement social dépasse le cadre d'action des syndicats. Donc c'est une perception qui est quand même de plus en plus forte, en tous les cas celle qu'on a pu observer sur Internet et qu'on peut observer depuis le début, notamment du mouvement des Gilets jaunes. Oui, c'est des revendications qui les dépassent assez. Enfin, ils se sont fait doubler, alors qu'ils avaient, par exemple, aussi sur la CSG des retraités. Hein, là, ça c'est pas tout à fait les Gilets jaunes, mais ça a été un grand mouvement de grogne. Ils ont essayé eux d'organiser des manifestations qui n'ont pas marché. Deux dernières remarques. Une de Sitch. Les syndicats en entreprise peinent car quasiment pas de syndiqués, donc le syndicaliste n'a aucun poids. Je dirais pas ça. Il y a quand même l'effet de l'élection. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder uniquement les adhérents, il faut regarder aussi, ce sont encore une fois les salariés qui choisissent leurs élus du personnel. Si le syndicat n'était pas que revendicatif, nous dit Lo, il serait mieux écouté. Est-ce que c'est ça que vous avez observé dans le baromètre ? Oui, très clairement. L'idée selon laquelle on puisse aller vers un... D'ailleurs, ça rejoint l'ensemble de nos réflexions ici ce matin. Un syndicalisme qui construise, peut-être dans le rapport de force avec le patronat ou avec le gouvernement, et puis un syndicalisme qui apporte des services aux salariés, ce sont les éléments fondamentaux. Ensuite, je rejoins sur ce que vous disiez sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire ce qu'on a vu apparaître, ce sont des porte-voix, même s'ils sont contestés, etc., des Gilets jaunes, parce qu'ils ont une influence sur les réseaux sociaux. Et là-dessus, d'une certaine manière, il y a le syndicalisme, tout au moins en France, peine à accéder à une telle présence, à une telle dynamique. On voit émerger Jacqueline Moreau qui a 6 millions de vues sur sa vidéo, 6 millions. Ça lui donne, à tort ou à raison, peu importe. Mais on dit que ce soit le même destin pour cette émission. Exactement. Tout à fait. On invitera Jacqueline Moreau, en tout cas l'invitation est lancée. Merci pour nous, c'est pas sympathique. Justement, comme ça on sera sûr. Non, il n'y a pas de problème. C'est très intéressant d'ailleurs, il y a encore des commentaires. Jean-Luc, les grèves se font toujours au mouvement des appels de cotisation syndicale, mais avant les élections, au moment où le peuple pourrait agir, il n'y a plus personne. C'est pareil, je trouve ça un petit peu sévère. Certes, mais regardez, Patrice Clos ce matin, qui dit qu'il va rallier les Gilets jaunes, il le fait le matin même de l'élection. Oui, alors là, je suis d'accord qu'il y a un petit peu, il y a un peu d'opportunisme, mais il y a une tentative, il y a un opportunisme pour lui, mais il y a aussi une tentative un peu générale d'essayer de se raccrocher au mouvement par lequel ils se font dépasser. Ça, c'est une tentative assez logique. Et on présente souvent quand même des grèves et des mobilisations syndicales, des mots d'ordre durs, en disant il y a des élections, notamment à la fin de l'année, chez les fonctionnaires, il y a des élections syndicales. Pour le coup, l'arrivée des élections a plutôt gelé les mouvements de grève et de manif qui n'ont pas tellement bien marché, qui sont très vite essoufflés au printemps dernier, et qui, pour le coup, je trouve, avaient des réels motifs sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires, qui n'est pas flamboyant depuis des années. Voilà, mais ils avaient quand même des réels motifs de mécontentement. Dernière question de Kevin, et là je vous demande des réponses courtes, parce qu'il nous reste moins d'une minute. Pourquoi notre gouvernement ne se base-t-il pas sur le fonctionnement des pays où cela fonctionne plus proche des citoyens, comme la Norvège? Est-ce la peur de perdre les privilèges?
un fonctionnement comme la Norvège. Ou des pays du Nord, je pense que c'est ce que veut dire Kevin, où il y a quand même un plus fort taux de syndicalisation. Ah oui, mais alors, encore une fois, c'est un syndicalisme très très différent, parce que par exemple, pour bénéficier de certaines mutuelles de santé, voire même certaines assurances chômage, il faut être adhérent à un syndicat. C'est le syndicalisme obligatoire. Voilà, pas obligatoire, mais qui l'est un petit peu quasi, donc on ne peut pas du tout comparer les taux de syndicalisation, c'est pas du tout la même organisation. Eh ben, est-ce que c'est ce syndicalisme-là qui vous plairait justement? Vous pouvez encore répondre à la question sur Twitter en répondant justement à ce sondage où vous avez été une majorité, le chiffre n'a pas varié tout au long de l'émission, 73% à dire non, il ne faut pas sauver le syndicalisme français. Eh bien, le débat continue, c'est sur ça qu'on se quitte aujourd'hui. Demain, les décrypteurs parle d'un sujet qui nous concerne également tous, c'est un sujet qui concerne l'environnement, le traitement et le retraitement des déchets. D'ici là, vous restez sur Figaro Live. Dans un instant, le talk. Guillaume Pelletier, l'invité d'Yves Tréhard. Cet après-midi, le groupe de rock dont je vais retrouver le nom, Radio Elvis. Voilà, merci à Jean-Charles Cousin de me l'avoir soufflé à l'oreille. Et l'invité de Figaro Live Musique, c'est du rock français. Et ce soir, Point de vue est présenté par Guillaume Roquette.